Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle thématique qui est l'identité sportive, l'identité professionnelle, avec tout ce que ça comporte. Que devient mon identité lors d'un changement de vie? Alors, c'est une question qui peut nous faire réfléchir et on va essayer d'y répondre de la meilleure des façons. Alors aujourd'hui, on a trois intervenants qui nous font plaisir d'être avec nous. Honneur aux dames avec Emmanuelle Boulanger, qui est coach professionnelle et entrepreneuse et qui a plus de 20 ans d'expérience dans les fonctions managériales en entreprise. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. À ses côtés, Nina Canto, qu'on ne présente plus, qui est responsable commercial et développement chez Belcat France Moving People. 13 ans de carrière de handball au haut niveau, 214 sélections en équipe de France et 11 titres de championne de France. Ça va, Nina, c'est à peu près bon? Oui, ça suffira. Salut Thomas. Et bonjour tout le monde. Et enfin, il faut aussi un homme pour finir et un sportif de haut niveau engagé pleinement dans son projet actuellement. Alan Papirer, qui est pongiste en e-sport, licencié au club de Moulins-les-Metz en e-sport, champion de France de tennis de table 2019 et également ambassadeur de Santé ou Sport sur le secteur Grand Est. Bonjour Alan. Bonjour tout le monde. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On parle souvent d'identité, mais on a un peu du mal à savoir vraiment ce que ça veut dire, ce que ça signifie. On se pose pas mal de questions à ce sujet-là. Je me tourne vers l'experte Emmanuelle. Comment peut-on définir aujourd'hui l'identité? Comment on peut l'apercevoir et est-ce qu'il y a différentes phases? Alors, en fait, notre identité, c'est un sujet qui concerne tout le monde, on est bien d'accord. En fait, c'est notre unicité, en fait. C'est, en fait, la fameuse question que l'on se pose depuis la nuit des temps. Qui suis-je? Et en fait, c'est ce qui montre le fait que l'on est unique, que notre chemin est unique, etc. Donc ça, c'est notre identité personnelle. Et elle revêt plusieurs facettes. Il y a l'identité physique, biologique, notre sexe, taille, poids, couleur de nos yeux, notre groupe sanguin, etc. Il y a l'identité sociale. En fait, c'est tout ce qui nous permet d'être identifié par l'extérieur. Ensuite, il y a l'identité psychologique. Alors ça, c'est plutôt notre personnalité. C'est le sentiment d'identité, en fait, que l'on a de nous-mêmes. Il y a l'identité intellectuelle. Il y a, en fait, c'est mes connaissances, ma façon de raisonner, comment j'apprends, etc. Il y a notre identité culturelle, à quel groupe j'appartiens. Après, il y a identité spirituelle, artistique. En fait, ça revêt plein de dimensions. Et en fait, quand il y a une des facettes de notre identité qui est ébranlée, en fait, ça impacte toutes les autres facettes et notre identité personnelle globalement. Par exemple, si on a une grave maladie ou une blessure qui nous entraîne que l'on a notre arrêt professionnel, ça impacte plein de facettes de notre identité, sociale, psychologique. Et en fait, comment on arrive à retomber sur nos pieds éventuellement? C'est si on a d'autres choses qui vont permettre, au moment où on vit cette difficulté, de compenser. Donc, ça peut être, je me retourne vers ma famille, ça va me permettre de plus m'occuper de mes enfants. Ou alors, si j'ai développé une autre activité, de me consacrer plus à l'autre activité, etc. Donc, c'est hyper important. Ou faire du bénévolat parce que vous avez plus de temps. Bref. Et en fait, c'est hyper important, et on verra un peu plus tard dans le déroulement, d'avoir plusieurs choses aussi et pas d'être complètement focus sur une activité parce que le jour où elle est mise à mal, pour X raisons, et peut-être sans doute que ponctuellement, c'est compliqué à vivre. D'accord, donc il y a plusieurs phases d'identité qu'on peut avoir au cours de notre vie. Nina, toi, par rapport à ton parcours, comment tu définirais, toi, ton identité et par rapport à tout ton parcours? Oh là là, j'ai l'impression que j'ai eu 15 vies d'identité pour rejoindre justement tes propos. Et parce que comme tout à l'heure, tu disais Emmanuel, par rapport à la blessure, c'est vrai que quand on est en activité et qu'on se blesse, on est un petit peu en retrait par rapport au groupe. Donc effectivement, moi j'ai mon enfant pendant ma carrière, donc voilà, ce rôle de maman à plein temps, on essaye de compenser parce que tu fais plus partie des armes dont l'équipe se sert pour gagner les matchs. Donc tu te sens inutile dans ton identité qui te construit au quotidien.
Et effectivement, on reporte cette attention sur d'autres activités qu'on peut avoir à côté. Donc voilà, il y a cette phase-là. Et il y a aussi la période où, pendant ma carrière, c'est vrai que j'avais créé ma boîte de communication pour pouvoir aussi avoir une identité extra-handballistique. C'est-à-dire que je me sentais prisonnière de cette image de elle est douée au handball. Mais en fait, je savais que j'étais douée dans plein d'autres choses. Et le besoin de les exprimer. Voilà, et par justement du coaching d'entreprise, parler de mon parcours sportif dans le milieu de l'entrepreneuriat et m'occuper de jeunes dans les quartiers un petit peu sensibles pour essayer aussi de transmettre des valeurs et leur apporter un petit peu mon expérience pour leur dire on peut se créer une identité si on s'en donne les moyens, tout simplement. Alan, toi, en tant que sportif de haut niveau en activité, comment tu définirais ton identité et l'évolution que tu as eue? Alors en fait, je pense qu'on a vraiment tous une identité différente sur notre façon de s'entraîner, par exemple. Il y a des personnes qui vont s'entraîner plus ou moins, en fait. Sur nos rituels d'avant-match, pendant le match, c'est vraiment très très personnel, très particulier. Les manières de réagir à la victoire, à la défaite, il y en a qui vont être beaucoup plus expressifs que d'autres. D'autres qui vont être vraiment sur la retenue et puis peut-être le faire à l'extérieur après dans le vestiaire, etc. Et notre relation avec le public aussi, de nos jours, on a de plus en plus accès au public, même dans les sports qui sont moins médiatisés, que ce soit pendant le match, mais aussi sur les réseaux sociaux après, etc. Parce que en tant que sportif de haut niveau, maintenant, on est quasiment obligé d'avoir accès au public, enfin que le public ait accès justement à nos résultats, etc. Et donc à partir du moment où on rentre dans une salle, on a notre identité sportive qui se manifeste au-delà de notre identité personnelle, quoi. Donc on a au quotidien et qu'on peut avoir par exemple lors de rassemblements pour par exemple avec nos partenaires constitutionnels où on a forcément des conférences, etc. Et du coup c'est encore une autre identité. Voilà. Et puis en fonction des sports aussi, j'imagine, il y a des caractéristiques. Voilà, le ping-pong ou le handball, pardon, voilà, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, surtout que dans un sport collectif et dans un sport individuel, je pense qu'on peut pas se lâcher de la même façon. Un sport individuel, c'est toi, ta performance. Un sport collectif, on vit dans un groupe. Et à un moment donné, il faut savoir parfois mettre son identité ou sa personnalité en retrait dans l'intérêt du collectif. Ouais. Ça, c'est vraiment la gymnastique qui est la plus compliquée, je pense, dans le sport collectif. Il y a des moments où certains matchs, on va pas beaucoup jouer. Donc, notre identité de gagnante, moi qui ai jamais envie de sortir et qui ai envie de tout péter, il y a un match où je suis pas bien. Malheureusement, il faut laisser la place à une coéquipière pour faire gagner le collectif. Et à contrario, des matchs où on sent que l'équipe, elle est pas prête à se battre, et là, l'identité de Lyon, comme on a tendance à m'appeler, elle va ressortir et on la met au service aussi du collectif. Alors, toi, je ne sais pas, Alan, comment ça se passe au niveau du tennis de table? Nous, au niveau du tennis de table, on n'a pas le choix que de jouer. Du coup, on peut pas être mis à l'écart. Donc, du coup, quand ça se passe mal, c'est à nous alors, suivant notre identité sportive, il y en a qui vont s'énerver et perdre leurs moyens, ou au contraire, ça va faire que il va réussir à décupler son énergie et la mettre à bon escient. Mais voilà, chaque cas est différent. Mais en tout cas, nous, c'est vrai que sur un sport plus personnel, on n'a pas le choix, quoi. On doit jouer et on doit assumer l'humeur du moment, l'état du moment et les performances aussi. Et toi, Nina, par rapport à ton parcours, tu as été capitaine. Ton leadership, tu l'as toujours eu en toi ou est-ce que tu te l'es construit justement avec ton identité au fur et à mesure? Alors, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi ou qu'on a toujours décelé en moi. C'est vrai que dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai évolué, j'ai été capitaine. Peut-être parce que dans ma personnalité, l'empathie représente 80% de ma personnalité. Quand on fait l'inventaire des personnalités, là, les fameux tests nous font réfléchir sur nous-mêmes. Mais en fait, je pense que je suis plus un leader de combativité et quelqu'un qui… j'arrivais en fait, si tu veux, à créer une cohésion et à faire adhérer le collectif de par mon comportement et mon attitude. J'avais pas spécialement besoin de parler… c'est-à-dire que je parlais pas forcément beaucoup. Par contre, quand je gueulais, quand je poussais un coup de gueule, je poussais un coup de gueule. Mais c'était pas un coup de gueule de colère en critiquant les autres. C'était un coup de gueule de révolte en disant on peut le faire, quoi.
Et en fait, on n'arrive pas à le faire, mais c'est que de notre faute. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va être plus dans l'exemplarité, le fait d'être assidu aux entraînements, de toujours me donner à fond, de jamais rien laisser lâcher sur un terrain, de toujours croire en fait en la victoire. Et voilà, et la capacité aussi, je pense, qui est très importante d'un capitaine, c'est la gestion des émotions fort et stable. C'est-à-dire que même avant un match, quand tu doutes, c'est le thermomètre de l'équipe. Donc, si elles voient que tu doutes, bah, elles vont douter. Et en fait, ce rôle-là, je pense, m'a aussi fait grandir et m'apporter de la maturité parce que ça m'a obligé à travailler sur moi-même, quelqu'un de très sensible. Tout à l'heure, Alan, tu parlais de la réaction par rapport à une défaite ou à une victoire. Moi, je sais que, par exemple, quand on perdait, je mangeais pas pendant 3 jours. J'avais un vrai problème psychologique. C'est-à-dire que c'était de l'autoflagellation, quoi. C'est-à-dire que, alors, tu allais à la boulangerie, oh, mais qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Tu vas chercher ton journal, ah, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et en fait, j'avais l'impression d'être persécutée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas un sentiment de honte. Ouais. Et je pense que c'était démesuré parce que ça reste un sport. Mais voilà, moi, par rapport à ma personnalité, c'est comme ça que je réagissais. Alors, j'essayais de le faire en off, pas devant les joueuses. Par contre, à l'entraînement, le lendemain d'une défaite, alors là, c'était une guerrière, quoi. Hein. Ces filles-là, on retourne à la guerre, on se prépare. Mais à la maison, heureusement que j'ai quand même eu un soutien de mon conjoint et familial pour m'aider à gérer toujours cette envie de ne pas décevoir, quoi, moi-même et les autres. Voilà. Encore une fois, c'est assez personnel parce que tu as dû avoir des coéquipières qui éclataient leur colère dans le vestiaire, par exemple, devant toutes les joueuses. Ou elles passent à autre chose. Hein. Moi, j'avais des coéquipières, elles arrivaient très Tu bien. n'avais rien à faire, oui. Voilà. Ouais, on a perdu le match, ouais, bon, bah, c'est chiant, mais voilà, quoi. Après, moi, comme je dis, je leur jette pas la pierre parce que peut-être que c'est une façon aussi de nexter plus rapidement sur les échéances à venir. Tu vois. Et l'avantage qu'on avait par rapport à Metz Handball et l'équipe de France, c'est comme on jouait tous les 3 jours, tu n'avais pas le temps de trop pleurer sur ta défaite. Passe à autre chose. Ouais, donc, c'est ça. on mettait passer à autre chose. Voilà. Le tennis de table, c'est pareil, on n'a pas qu'un match sur un tournoi, donc quand on perd derrière, il faut essayer de retrouver ses compétences. Quoi. Et comment tu fais pour les retrouver tout seul? Parce que moi, du coup, je pouvais aussi me puiser cette énergie dans le collectif, dans mes coéquipières. Quand tu es tout seul, moi, personnellement, j'ai tendance plutôt à aller m'isoler et me calmer peut-être aussi par rapport à l'énervement, la frustration, etc. Et ouais, il faut vraiment oublier tout ce qui a raté et puis passer vraiment à autre chose. C'est une nouvelle compétition, un nouveau match. Voilà. D'accord. Et il y en a qui le font point par point dans le match. Alors ça, j'arrive pas encore à le faire parce que du coup, ça va très vite. Quand tu arrives à le faire point par point, c'est top parce que ça va très vite. Et alors du coup, si tu te frustres sur une balle, tu peux perdre 5 points d'affilée et t'as rien vu passer. Quoi. Juste par de la frustration. Emmanuel, est-ce que, alors on a parlé de lien avec l'identité de le sport, est-ce que du coup, au-delà des sportifs de haut niveau, des supporters, tout ce qui peut suivre, est-ce que le sport peut décupler justement ce sentiment identitaire? Ouais, je pense que c'est une identité très forte quand on est sportif de haut niveau parce que, en fait, on l'a dit, il y a tellement, déjà, il y a ce côté public et l'image que l'on renvoie. Ça peut être aussi, les équipes sont rattachées à des villes, donc il y a l'image de la ville, il y a le jeu de chacun, il y a les réactions de chacun. Celui qui va s'isoler pour se reconcentrer ou au contraire l'autre qui a besoin de se jeter dans les bras de ses coéquipiers ou coéquipières. Enfin, en fait, il y a beaucoup d'émotions en fait aussi. Donc en fait, c'est quand même extrêmement fort comme identité. Et moi, j'ai l'impression que ça peut justement, et c'est qui est très intéressant de voir comme Nina, les sportifs qui ont fait autre chose aussi à côté, c'est que ça peut vous résumer. Vous êtes au sportif de haut niveau, athlète, et où est l'humain derrière tout ça? Alors là, vous l'exprimez très bien, mais qu'est-ce qu'on voit en image extérieure? Et puis même pour vous, comment se projeter pour être autre chose que le sportif de haut niveau que vous êtes? Donc elle est énorme cette identité, elle domine tout le reste en fait. Tous vos autres visages et vos autres parties qui peut-être ne sont pas remplies quand même si vous faites un sport passion, qui ne sont pas remplies par ailleurs et qui, pour certains, les conduisent à quand même avoir d'autres activités en mineur peut-être au moment de la carrière, mais donc oui, c'est extrêmement fort pour tout ce que ça véhicule.
Alors, on a parlé d'identité sportive, d'identité professionnelle maintenant. Est-ce que les deux sont liés? Est-ce qu'il y a des parallèles? Est-ce que le sport peut être, est-ce qu'on retrouve des choses qui sont dans le sport de haut niveau, comme Nina et Alan l'ont évoqué, dans le monde professionnel de l'entreprise? Oui, alors l'identité professionnelle, elle est valable pour tout le monde. Et en fait, elle se compose de à la fois l'identité personnelle dont on a parlé là juste avant, donc ce qui fait qu'on est unique, qu'on se différencie des autres, etc. Et la deuxième dimension, c'est toutes les compétences professionnelles, les techniques que l'on a appris, toutes les techniques au sens large. Et on l'a dit aussi, on n'a pas la même approche d'apprentissage, on n'a pas les mêmes formations au départ, on n'a pas la même expérience. Donc, le deuxième volant de cette identité professionnelle, c'est toute cette dimension-là, les compétences, la technique, etc. Donc, c'est la même chose pour le monde de l'entreprise. La troisième dimension, c'est vraiment votre statut, la carte de visite. C'est vraiment quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites? Bah, je suis commercial, je suis directeur général, je suis entrepreneuse, je suis coach, je suis sportif de haut niveau, voilà. Et donc tout ce qui est attribué à cette fonction. Donc ça fait le look. C'est sûr que le look d'un sportif et d'un gars en entreprise, ben c'est pas tout à fait le même. C'est tous les attributs donc lui à la fonction. Et la dernière dimension de l'identité professionnelle, c'est la reconnaissance. En fait, c'est impossible pour n'importe qui, sportif ou quelqu'un en entreprise, d'exercer un métier sans ressentir le besoin d'une certaine reconnaissance sur toutes les autres composantes que j'ai évoquées avant. Donc, l'identité personnelle, toutes nos compétences qu'on a acquises et notre statut, etc. Et tout ce qui va avec. Donc, on a besoin tous de cette reconnaissance, alors qu'il se manifeste, peut-être vous allez l'exprimer, par les médailles, par la félicitation de les félicitations de vos pairs. En entreprise, c'est pareil, on a besoin de les félicitations, la reconnaissance de notre manager, de notre entreprise. Donc voilà, donc c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que bonheur professionnel et identité professionnelle sont très liés, parce que quand il y a cohérence en fait entre ces quatre dimensions, en fait, on est heureux professionnellement. Mais il s'avère que de temps en temps, sur toutes ces dimensions, bah, c'est pas on ne vit pas dans un monde idéal, et que donc voilà, par moment, il peut y avoir des sentiments de mal-être, D'accord. Ce qui explique certains sentiments de mal-être, c'est quand sur ces quatre dimensions, bah, ça fonctionne pas comme je l'ai décrit en fait. D'accord. Donc, comme Emmanuel l'a dit, bonheur professionnel et identité professionnelle sont liés si tout va bien. Nina, toi, tu as été sportive de haut niveau, tu as vécu une reconversion, une transition professionnelle. Comment toi, ça s'est passé et comment tu as vécu ce changement identitaire? Alors la reconversion, l'arrêt de la carrière, qu'on appelle la petite mort, c'est exactement les bons termes, la petite mort. Parce que comme on disait tout à l'heure, notre identité quand on est sportif, elle se construit autour de notre poste, de notre rôle, du fait qu'on pratique le handball. Alors le jour où tu arrêtes, en fait, tu as l'impression que tu n'es plus personne. Parce que les gens, comme disait tout à l'heure Emmanuel, n'ont véhiculé de toi que la partie handballeuse. Donc le moment où tu arrêtes, il y a cette lumière qui s'éteint, et sans que tu demandes quoi que ce soit, et tu peux rien y faire. Et en fait, c'est difficile de se convaincre finalement qu'on peut être autre chose, parce qu'on a été enfermé dans cette image-là, là, en fait. Et sincèrement, c'est une période qui est très compliquée psychologiquement, parce que perte de confiance en soi, des doutes sur l'avenir, alors que quand tu es sportif, tu sais que dans 4 ans, tu veux être au JO de Londres. Je savais qu'en 2008, je voulais être à Pékin. Je savais qu'à telle date, il y avait les championnats du monde. Donc, je pense, Alan, c'est un peu pareil pour toi. Tu as des dates butoirs avec des objectifs précis et clairs. Et en fait, là, tu rentres dans le monde de l'inconnu. En fait, tu réatterris sur la planète Terre, j'ai envie de dire. Date d'échéance, quoi. En fait. Ouais, c'est ça. Tu réatterris sur la planète Terre. Quand tu es dans le sport, tout vient à toi. Tu as mal quelque part quand on est au le lendemain. Tu as besoin d'un truc, oh t'inquiète pas, on va trouver quelqu'un qui va venir ta machine à laver, elle fonctionne pas, on va t'envoyer quelqu'un qui va la réparer. Mais en fait, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans le sport, on a été enfermé dans un microcosme où tout venait à nous. Et quand tu arrêtes, il y a tout qui s'éteint. Et en plus, il faut que tu ailles chercher les choses. Sauf qu'on t'a jamais appris à aller chercher les choses. Tu n'as jamais été en position de demande.
Tu as toujours été en position, c'est les gens qui te demandent, ah, est-ce que tu peux venir, j'ai telle manifestation, ah, est-ce que tu peux me rendre tel service? Sauf que là, en fait, au début, tu as un petit peu un sentiment de honte parce que tu as l'impression que tu vas quémander. Parce que pour toi, tu n'es plus rien. Tu n'es plus la personne qui a été médiatisée, championne, etc. Donc, tu as l'impression d'être une pauvre personne, une pauvre femme sans travail qui vient chercher quelque chose, en fait. C'est presque comme si tu faisais un appel à l'aide. Alors que pendant ta carrière, on te promettait, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et que voilà, j'ai passé mes diplômes, j'ai fait un DUT Tech de Co, j'avais créé ma boîte. Et en fait, malgré tout ça, j'ai quand même rencontré cette période de transition très compliquée. Heureusement pour moi, j'ai réussi à rebondir par mes propres moyens. Et ça, je pense que c'est dû aussi à un peu mon identité de battante. Alors, autant je suis quelqu'un de très sensible, mais par contre, je lâche rien, quoi. Je pense que tu me connais, Thomas. Voilà, quand je me fixe un objectif, je suis très persévérante et je me décourage jamais. Voilà. Et en fait, voilà, j'ai réussi à rebondir. Et aujourd'hui, je peux te dire que j'ai retrouvé une certaine forme d'équilibre. Et la chance que j'ai dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, donc, je suis responsable commercial chez Belgacom, société de transport de marchandises et de personnes. Et en fait, quand j'ai arrêté le hand, je voulais même plus aller voir les matchs. Je me sentais presque exclue de la communauté, mais c'est moi qui me suis exclue. Hein. Parce qu'en fait, les gens, c'est vrai qu'ils me voyaient, ils étaient contents, mais je me sentais plus légitime. Et aujourd'hui, je retourne là-bas dans la posture de partenaire. Donc, je reviens les voir avec un statut, avec une certaine carrure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux un peu relever la tête et te dire, OK, avant, j'étais Nina Canto, la handballeuse, numéro 4, tout ce que vous voulez, pivot. Aujourd'hui, je travaille dans une société qui tourne bien et on est partenaire du club. Donc, en fait, on vous aide à vous développer. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Alors, peut-être que c'est un peu orgueilleux ce que je dis, Emmanuel, je ne sais pas. Mais ça m'a permis quelque part, en fait, de retrouver la confiance en moi et de me dire, je suis capable de faire beaucoup de choses. Et j'ai été capable de le montrer pendant ma carrière, mais je ne sais pas pourquoi pendant cette période d'arrêt, peut-être parce que ça ne s'est pas fini comme je voulais et qu'il y a eu d'autres éléments qui ont fait que je ne suis pas partie forcément dans les meilleures situations possibles, qui ont fait que j'ai douté de moi, quoi. Et en fait, depuis que je travaille, que j'ai retrouvé un boulot, que j'entraîne à Montigny, que je me suis recréé une vie, hein, tout simplement, je me dis, j'ai été très stupide de laisser le contexte me faire croire que je n'étais pas capable. Parce qu'en fait, un sportif, il est intrinsèquement capable de tout. Parce que quand on fait du sport, on repousse nos limites, on se fait mal, on maltraite notre corps, on maltraite notre cerveau. Parce qu'on a un poids sur les épaules, la victoire, la défaite, les gens qui travaillent pour toi, qui sont là pour que tu réussisses, même si Alan, c'est un sport individuel, il a un kiné, il a un préparateur, il y a des gens qui sont autour. Et on a ce devoir de gagner pour eux, au-delà de gagner pour nous. Et en fait, à partir du moment où tu as vécu ça, et puis tu peux être dans un club, et puis on te vire, ou voilà, ça se passe pas bien, tu te blesses, c'est fini. L'équipe de France, la concurrence, ta place, tu l'as, voilà, je suis restée pendant 14 ans. C'était 14 ans, il fallait batailler, parce que derrière, il y a des petits jeunes qui tirent. Et en fait, ces valeurs qu'on a développées dans la carrière sportive, mais dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est une aubaine pour les entreprises. C'est une aubaine. Tu apportes du dynamisme, de l'esprit d'équipe, de la cohésion, de la motivation, de la détermination, de la fraîcheur et une autre vision en fait, du milieu de l'entrepreneuriat. Et tous ceux qui l'ont compris, ils ont réussi à en tirer les bénéfices. Ceux qui ne l'ont pas encore compris, je les invite à y réfléchir. Emmanuel, je pense que tu peux... Ouais, pardon, vas-y. Tu peux que partager, je pense. Oui. Mais en fait, c'est exactement... En fait, c'est normal c'est complètement normal qu'il y ait cette période d'inconfort. Parce que finalement, tous vos repères tombent et manière de penser, manière d'agir. Et donc, il y a comme cette transition doit faire... Enfin, on passe par finalement une période de déconstruction de quelque chose. Mais de déconstruction pour après reconstruire. En fait, c'est la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Et donc du coup, c'est complètement... Ce que tu décris, c'est complètement logique. Et évidemment que quand tu as développé les compétences que vous avez développées dans le cadre de dépasser les limites et dans votre sport, vous êtes capable de rebondir. Et ce qui est très compliqué, c'est que souvent, moi, ce que je vois, c'est cette peur, en fait, parce que vous rentrez dans un nouvel univers que vous connaissez absolument pas. Et il y a effectivement, il y a toute la spirale de manque de confiance, de je vais pas y arriver, de peut-être effectivement l'entourage qui dit mais c'est tellement loin, c'est deux mondes tellement différents, donc c'est pas possible que tu t'adaptes. Ou je sais pas ce qu'on vous dit, mais alors que je partage complètement que c'est pas vrai du tout. C'est juste que jusqu'à maintenant, t'as pas eu la possibilité d'exprimer dans un autre univers. Mais à partir du moment où effectivement tu as dépassé cette étape, je pense qu'aujourd'hui
Demain, tu as une autre évolution professionnelle, mais tu la passes sans problème parce que tu as vécu déjà un tel changement que plus on vit des changements, plus on est capable d'évoluer comme ça. Voilà. Et souvent, toi, tu as peut-être réussi à le faire grâce à ton entourage, grâce à qui tu es, mais il y a des gens tout seuls, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on a besoin d'un miroir pour clarifier les choses. Parce qu'en fait, quand on est dans le brouillard total, c'est compliqué seul face à soi-même. Voilà. Je laisse la parole à Alan, toi, tu as un parcours de vie qui fait que tu es maintenant sportif de niveau dans le tennis de table, en e-sport. Qu'est-ce que tu peux nous raconter, toi, de tes plusieurs identités que tu as eues et que tu as construit au cours de ta vie? Alors en fait, oui, j'ai eu donc, une vie avant, on va dire, et après, du coup, une nouvelle vie où j'ai dû me reconstruire, donc me recréer une identité personnelle déjà rien qu'au niveau de mon caractère, etc. Il y a des choses qui changent. Par exemple, j'étais très impulsif, j'aimais bien faire les choses par moi-même tout de suite. De ce côté-là, il a fallu un peu plus se calmer, être un peu plus en retrait et déléguer certaines choses aussi, apprendre à déléguer certaines choses en tout cas, et apprendre à demander, parce que comme disait Nina, par rapport à sa reconversion sportive et ensuite professionnelle, donc elle devait demander. Et moi, ça a été un peu pareil, donc mais pour différentes raisons par rapport à mes capacités physiques au départ. Ensuite, il a fallu se recréer un corps aussi physiquement, donc une identité physique, donc avec beaucoup de kiné, etc., pour pouvoir ensuite pratiquer un sport, mais pas seulement, c'était aussi pour la vie personnelle, donc pouvoir faire les choses de la vie quotidienne un peu plus tout seul, etc. Aujourd'hui, bon, je touche du bois et je suis très content, j'ai bien réussi, quoi, mais et ensuite mentalement, une identité mentale. Apprendre à accepter de vivre différemment, de faire les choses différemment et voilà. Et donc, tu réussi à t'es. faire ça tout seul. Comment? Tu as réussi à faire ça. Qu'est-ce qui t'a aidé pour faire c'est un gros gap quand même, hein. C'est une grosse évolution. Donc, changer en plus de discipline, il y a beaucoup de changements physiques, comme tu disais, accepter ta nouvelle condition, etc. Comment ça s'est passé pour toi Alors moi, ce qui m'a énormément aidé, en fait, je fonctionne aux objectifs. C'est-à-dire que dans ma tête, je me mettais des objectifs tous les jours. Donc au début, ils étaient très minimes, mais en fait, je me disais, allez, on va essayer. Je dis n'importe quoi, mais au début, c'était de bouger juste mon bras, quoi, parce que j'arrivais pas à bouger mon bras. Donc voilà. Mais tous les jours, j'avais des objectifs, et c'est ce qui me permettait d'avancer. Et dans le sport, en fait, on fonctionne comme ça. Tous les jours, on se lève, on a des objectifs. Bon, alors que ça peut être les championnats d'Europe, les championnats du monde, mais ça peut être aussi à l'entraînement, réussir à faire une performance sur une course, un temps, n'importe quoi. Et voilà, moi c'est ce qui m'a vraiment permis à avancer. Ensuite, effectivement, il y avait aussi la famille et les proches qui nous aident un petit peu, mais moi personnellement, c'est plutôt moi-même par rapport aux objectifs que je me fixais tous les jours. Alors c'était long, hein, pour dire, ça a duré suivant les objectifs pendant 7 ans avant d'avoir recréé complètement mon identité physique et mentale, mais aujourd'hui elle est complète et voilà. Donc, ça a été long, mais avec les objectifs, on y arrive. Et donc, tu as eu ce cheminement et tu t'es lancé dans le tennis de table en e-sport. Oui, alors je me suis lancé dans le tennis de table en e-sport au bout de 3 ans après mon accident, quand je retrouvais déjà une autonomie. Parce que le principal, c'était déjà de retrouver une autonomie, et ensuite c'était de refaire du sport. Et je conçois pas le sport sans compétition, donc forcément il fallait que ce soit un sport où je sois compétitif. Donc oui. Donc, voilà. Et donc, tu t'es construit ton identité sportive. Après, Et après, ça a été le tennis de table. Alors, ça aurait pu être un autre sport, hein, parce que bon, j'étais pas arrêté sur un sport. Et donc, je me suis reconstruit une identité. Et encore plus au bout de 3 ans que je jouais, puisque je suis rentré en tant que joueur international, pas encore sportif de haut niveau, mais c'est venu 2 ans après. Et encore là, on change encore d'identité parce que
quand on est sportif de haut niveau, forcément, on a plus de devoirs envers les autres. Et comme disait Nina, on a une équipe autour de nous. On n'a pas forcément quand on n'est pas sportif de haut niveau. On a aussi des devoirs envers nos partenaires privés et constitutionnels, envers ceux qui nous suivent aussi. Parce que combien sont qui refont nos matchs après nos matchs. Et alors des fois avec des remarques constructives, des fois non. Et du coup c'est frustrant, mais on a un devoir et on doit l'accepter, quoi. Donc, Et c'était évident pour toi de reprendre une carrière de sportif après ton accident? De pas. Alors, oui, j'ai toujours fait du sport. Donc j'étais gymnaste avant. Hein, j'ai fait de la compétition à partir de l'âge de 3 ans. Et ensuite donc je voulais retrouver un sport donc et la compétition. Mais oui, c'était un objectif de vie, de reprendre le sport. Il fallait que je reprenne déjà une activité, alors quelle qu'elle soit. Et si c'était le sport et que je pouvais en faire mon entre guillemets métier, mais je dis métier dans le sens où ça m'occupe tout mon temps. Voilà. C'est un Et, objectif. et du coup, Ouais, vas-y. Nina, toi, tu as eu ce changement identitaire de par ton activité sportive, maintenant ton activité professionnelle. Comment tu as vécu les autres changements identitaires dans ta vie? Notamment, tu as construit une famille après ta carrière. Comment toi tu l'as vécu? Comment tu as senti ce changement ou cette nouvelle identité qui est arrivée et qui était voulue, hein? Alors déjà, donc mon fils Noah, je l'ai eu pendant ma carrière. Donc c'était un moment où j'étais vraiment en plein boom et où j'avais les premières propositions pour aller dans des clubs étrangers. Et c'est vrai que tout le monde m'a traité de folle et pourquoi maintenant, blablabla. Sauf qu'il y a des choses qu'on sent en soi, qu'on a envie de faire par rapport à notre vie de couple. Et voilà, après ça fait aussi partie de mon éducation. Le hand, c'est ma passion, mais ma famille, c'est encore une plus grande passion. Donc déjà, quand je suis tombée enceinte, ça a été très bizarre parce que t'es exclu. Tu sais, tu vois des gens tous les jours, on était tous les jours en entraînement ensemble, on était en stage, donc on s'appelait pour s'envoyer des bêtises tout le temps. Et puis là, ton téléphone, c'est fou, il sonne moins parce que tu n'es plus sur les terrains. Donc déjà, j'avais déjà vécu une première situation de recul. Et j'avais 25 ans, pas facile. Pas facile parce que là, je passais vraiment c'était l'ascenseur émotionnel. Donc, au début, un peu difficile, mais j'étais bien entourée au niveau de la famille. Et aussi, j'avais quand même 3-4 amis fidèles dans le milieu qui m'ont accompagnée tout au long de ma grossesse, etc. Et puis, il y a eu la prise de poids pendant la grossesse. Alors, 35 kilos, elle ne reviendra jamais, c'est fini, on n'entendra plus parler d'elle, bla, 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 bla. Tout ce qu'il fallait pour me motiver. Donc, c'est vrai que, voilà, donc 35 kilos, problème de thyroïde, tu vois, on te découvre même des problèmes médicaux quand tu es enceinte, alors que tu dis, punaise, j'étais internationale française, ils m'ont jamais fait passer ce test, quoi. Donc, déjà, il y avait une première, c'était aberrant pour moi qu'on ne le sache pas et que je le découvre quand je suis enceinte et que je passe par un système médical normal. Donc, bref, c'est géré, j'accouche. Et puis là, j'accouche au mois de février. Isabelle Wellning arrête la même année, donc je suis censée récupérer le brassard en revenant. J'ai 3 mois et demi pour me remettre à niveau. Ok, donc là, je me dis, il y avait 2 solutions. C'était soit je pleurais sur mon sort et j'écoutais les gens en me disant, c'est bon, c'est foutu, je vais être maman et puis on arrête. Soit je me disais, non, en fait, on t'appelle pas la lionne pour rien et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je devrais choisir, en fait? Pourquoi je pourrais pas être et maman et encore handballeuse professionnelle? Et donc là, j'ai pris un coach personnel et j'ai perdu mes 35 kilos en 3 mois et demi et j'ai été sélectionnée en équipe de France. Mon fils avait 4 mois. Voilà, donc voilà, je refais les premiers matchs à Metz, tout se passe bien, et puis là, d'un coup, le téléphone, il ressonne. Donc, tu vois, abracadabra, elle est revenue, on oublie ce qu'on avait dit, et finalement, voilà, donc déjà, tu as cette première sensation de satisfaction d'être allé au-delà des préjugés. À l'époque, des femmes sportives qui faisaient un bébé pendant leur carrière, c'était pas accepté dans les clubs. C'était très rare. Donc, effectivement, moi, j'ai été très loyale avec le club de Metz Handball. Je n'avais parlé 1 an en amont en disant, moi, je fais cette saison, mais la saison d'après, mon conjoint et moi, on aimerait commencer à construire notre famille. Et Thierry, voilà, m'a dit, OK, mais dans ce cas-là, on te fait un contrat sur plusieurs années avec l'obligation de revenir. Donc, à ce moment-là, très contente. Quand je suis sélectionnée, alors c'est très bizarre parce que j'étais tellement convaincue qu'on m'embêterait pas pendant 1 an le temps que je revienne que là, la première fois que je vois mon nom sur la liste, en fait, je chiale, mais de tristesse. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Hein. Je vois mon nom sur la liste d'un stage et là, je me rends compte que parce que j'étais passée du côté de maman, en fait.
Et là, je me dis, mais c'est pas possible, je vais laisser mon bébé, mais il a 4 mois, mais je pensais pas, quoi. Moi, je m'étais dit, eh ben, allez, pendant 1 an, je ne retrouverai pas mon niveau, et puis je vais pouvoir pouponner tranquillement, qu'il grandisse. Et en fait, j'ai vécu la première année très, très compliquée parce qu'à chaque fois que j'étais en stage, eh ben, je passais mon temps à pleurer, j'ai l'impression que je n'étais pas à ma place. Alors, j'étais performante sur le terrain, j'arrivais à dissocier, c'est-à-dire qu'une fois que le coup de sifflet du match était donné, je jouais. Mais dès que c'était fini, des larmes. La sensation d'être maman, tu dois être avec ton enfant. C'est pas normal que tu sois là, parce que j'étais la seule. Tu comprends? C'était très atypique. Bien sûr. Quand j'étais à la maison et qu'il y avait entraînement parce que mon fils était malade et que je ne pouvais pas y aller, punaise, tu dois être à entraînement avec les filles, t'es capitaine. Et un conflit d'identité. Ah oui. Un conflit d'identité qui m'a habité très longtemps, vraiment très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal de me dire est-ce que je ne sacrifie pas mon. Enfin voilà, c'était compliqué parce qu'en fait, déjà, t'entraînais que par des mecs qui ne peuvent pas comprendre ce que tu ressens. Donc, tu as l'impression, en fait, malgré leur compassion, qu'ils ne te comprennent pas. Eux, ils sont là pour gagner, ils ont leur objectif, ils ont leurs priorités, sauf que toi, aujourd'hui, tu as plusieurs priorités, quoi. Et c'est très difficile de gérer cette gymnastique. Et après, au fur et à mesure des années, ça a été parce que, du coup, moi, j'ai demandé, en fait, très sincèrement, au staff de l'équipe de France, que mon fils puisse me rejoindre quand on partait plus de 2 semaines, quoi. Et je ne l'ai même pas demandé en chantage. Je leur ai tout simplement dit que je ne saurais pas être performante si je suis séparée de lui trop longtemps. Et en fait, je pense que ça a ouvert la porte pour les filles qui ont suivi derrière. Voilà, là, ça a été mis en place, tout ça. Et j'étais contente parce que finalement aussi, le fait d'être maman, quand je perdais un match, je relativisais. Ça m'a aidé. C'est-à-dire qu'avant d'être maman, je pleurais pendant 3 jours. Une fois que t'es maman, à la fin du match, t'as ton petit bout qui vient comme ça, qui te fait un gros câlin. Franchement, le hand, hein. Voilà, sur l'instant, ça m'a fait du bien et ça m'a permis justement peut-être de trouver un équilibre. Au début, ça a créé un déséquilibre pour par la suite créer un équilibre. Et ça m'a aussi un petit peu projeté à m'obliger à me projeter sur l'avenir. Ok, demain tu te blesses, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu as une bouche à nourrir, c'est plus que toi. Donc sur la responsabilisation, je pense que ça m'a permis de garder les pieds sur terre, de ne pas être trop déconnecté du monde réel parce que j'avais les contraintes, il fallait que j'emmène à la crèche, que je revienne le chercher, il ne dormait pas la nuit, il est malade, voilà, des choses qu'une femme lambda vit. Et en fait, je pense que ça a été une force. Alors, c'était difficile, hein. Je ne dis pas que c'était facile, hein, parce que moi, je suis des amants qui ne font pas leur nuit jusqu'à 3 ans et demi, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est comme ça. Mais au contraire, je pense que ça m'a aussi permis de grandir beaucoup plus vite que les autres. Et en fait, on se sent un peu exclu parce que tes copines regardent des anges de la télé-réalité, ça, tu n'as plus le temps, quoi. Et tu es en décalage même avec ton collectif, avec des gens avec qui tu avais des conversations avant super rapides. Et d'un coup, tu te rends compte que tu es différente. Il y a une autre identité qui t'est créée, comme parlait tout à l'heure Emmanuel, des différentes identités qu'on empile. Et au fur et à mesure, c'est comme ça. Et pour ma deuxième grossesse, écoute, comme j'avais fini ma carrière, objectivement, je pense que ma fille m'a sauvée dans le sens où elle m'a le bonheur de l'attendre m'a empêché de sombrer dans la dépression. Tu comprends ce que je veux dire? Ça m'a permis un petit peu d'équilibrer les choses, de me dire non, mais t'as pas le droit d'être triste, tu portes juste la plus belle chose au monde, quoi, tu vois. Et effectivement, peut-être que si j'avais pas été enceinte et que j'avais été dans cette période où j'avais pas de boulot, etc., peut-être que j'aurais pas réussi à me reconstruire comme j'ai réussi à le faire aujourd'hui. Voilà. Mais cet équilibre, il est hyper important. Et puis, devenir mère, c'est vraiment un changement identitaire, hein, parce qu'on est, voilà, ça c'est clair. Et puis, en fait, c'est cet équilibre qui est clé, en fait, et de le faire comme tu le sens, comme on le sent, et sans être 100% influencé par l'extérieur et ce qu'on attend de toi. Bon, c'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour d'autres, hein. C'est cette pression qu'on a du monde extérieur. Et plus tu es connecté à toi-même, finalement, et tu laisses vivre les autres parties de toi, en dehors du sportif ou de la sportive que tu es, plus tu vas aller vers cet équilibre et plus les transitions, les évolutions de vie, les coups durs, en fait, vont se passer le plus facilement possible. Parce que il y a toujours, en fait, ces étapes je dirais, déconstruction, évolution, un moment de vulnérabilité, et de là naît un moment de vulnérabilité, d'inconfort, d'émotion, de stress, de tout ce qu'on veut, qu'il faut accueillir, qu'il faut absolument accueillir et qu'il ne faut pas mettre sous le tapis. Parce que de toutes les manières, à un moment, ça ressort à un autre moment. Plus tard dans la vie, un autre coup dur, etc. Donc c'est des phases normales qu'il faut accueillir. Et après, dans la reconstruction, alors c'est un mot fort, hein, mais en tout cas, dans la nouvelle vie, on apprend de nouvelles choses, il y a de nouveaux paramètres. Et en fait, on est quelqu'un, on a une vie nouvelle.
Et c'est incessant comme ça. Et ça peut être des petits changements comme des gros changements. Et plus, en fait, on vit ça et c'est finalement ancré en nous, plus ça va être facile. Et plus, en fait, on fait attention à notre entièreté. Voilà. Et aux différents visages que l'on peut avoir et qu'on a tous, hein, sportifs ou non sportifs. Et souvent, c'est le problème quand on est dans des cases. Et c'est vrai que c'est votre cas en tant que sportif. C'est tellement aisé de voir que le sportif est dans la vie pro comme dans la vie perso et de pas voir les autres dimensions. Que c'est un peu un piège auquel, en fait, il faut faire attention, en fait. Parce que quelque part, vous mettez un petit peu à risque, en fait. Alan, toi, par rapport aux différentes phases dont Emmanuel vient de parler, de déconstruction, de reconstruction, d'évolution, etc., est-ce que tu as l'impression d'avoir bien suivi toutes les étapes ou alors d'avoir une étape où tu t'es senti moins à l'aise et tu t'es dit, ben, peut-être qu'au final, ça se passe moins bien parce que, ou tu cherchais pourquoi? Bon, en fait, ça se fait naturellement. Comme moi, j'ai eu un accident. Euh, on voit ce qui nous arrive. On essaie d'apprendre un peu, voilà, quelles sont nos nouvelles facultés, etc. De faire le deuil déjà de ce qui s'est passé, le deuil. On fait pas forcément un deuil, mais on apprend à vivre avec, en tout cas. Euh, on essaye de se créer une nouvelle identité de petit à petit. Et ces phases, elles se mélangent un peu de temps en temps quand par transition, quoi. Mais oui, complètement. En fait, je me retrouve vraiment là-dedans et elles se font dans cet ordre-là, en tout cas. Mm. T'as bien senti, effectivement, les étapes, enfin, sur les 7 ans, tu as dit que t'as mis 7 ans à retrouver vraiment ton identité telle qu'elle est aujourd'hui. Tu as bien senti les phases par lesquelles tu passais. Nina, Je pourrais pas dire, bah tiens, j'ai fini cette phase-là et, enfin, à telle date, par exemple, ouais, voilà, c'était imbriqué, ouais. ça s'est estompé et voilà, et on passait à autre chose, quoi. Voilà. Mais c'était petit à petit et pas d'un jour à l'autre, quoi. Et je pense qu'on s'en rend même pas compte forcément tout de suite. Non, bah en fait, là, je m'en rends compte quand Emmanuel en parle. Moi, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à présent, en fait. Mais c'est vrai que en parlant, je me dis ah ouais, c'est vrai que là, au début, c'était un peu ça. Voilà, on cherche un peu ce qui nous est arrivé. On se recherche un peu dans ce qu'on peut faire. On se recrée des certaines choses. Et puis ensuite, voilà, on trouve ce qui nous va bien et on a notre nouvelle identité. Parce que c'est vrai que quand on crée l'identité, en fait, Emmanuel, on prend pas forcément le temps de faire ce travail d'introspection. Bien sûr. On est toujours dans la performance, il faut que j'y arrive, l'objectif, il faut que j'y arrive. Et en fait, c'est quand on échange comme ça, bah voilà, lors de webinaires comme ça, en fait, on fait une rétrospective, quoi, et on se rend compte qu'effectivement, on a vécu telle étape et qu'aujourd'hui, on est arrivé à, comme disait Alan, à retrouver un équilibre, en fait. À retrouver un équilibre et à être bien dans ce qu'on est. Dans ce que tu disais tout à l'heure, Nina, tu as dû sûrement le vivre en fait quand tu as eu la naissance de ton enfant. Tu disais que tu avais une double une double identité. Et aujourd'hui, tu as trouvé un équilibre, mais en fait, tu as réussi à assembler ces deux identités et en recréer une nouvelle en fait. C'est ça. C'est ça en fait. C'est ça, mais parce que dans le milieu dans lequel j'étais, c'était tellement pas commun que j'étais un peu une extraterrestre. Alors que dans la vie normale, les femmes qui travaillent, elles ont des enfants. Ouais, et puis tu confrontais deux identités, quoi. Voilà, c'est ça. Et effectivement, ouais, donc du coup, aujourd'hui, l'équilibre, il est un petit peu plus. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est ce que tu as dit, c'est exactement ça, quoi. J'ai réussi à recréer cette identité. Mais vous êtes des exemples de réussite, je dirais, de transition, d'évolution. J'imagine que c'est pas le cas pour tous les sportifs. Il y en a pour qui ils ne retombent pas forcément sur leurs pieds, pour qui restent coincés à un endroit où c'est trop compliqué pour eux d'arriver à dépasser ce qu'ils vivent, le traumatisme, cette crise identitaire. Comme disait Nina tout à l'heure, en fait, il y a des moments clés dans notre vie où on doit faire un choix entre pleurer
sur son sort ou se battre et avancer quoi. Et du coup, Nina et moi, je pense qu'on a réussi à faire ce passage et on a décidé de se battre, mais c'est des choix. C'est des choix. Et Non, donc, c'est exactement ça. Et puis il y en a qui sont aussi enfermés dedans. Pourquoi? Parce que à un moment donné, à une époque, quand on faisait du sport de haut niveau, bah, il fallait pas faire d'études à côté. Moi, je revois encore des profs à la fac me dire, mais mademoiselle, il faut faire un choix parce que j'avais été en stage en équipe de France tout le mois de décembre, qu'ils n'avaient jamais vu ma tête et que j'avais une bonne note à l'examen et ça les rendait fous. Et en fait, moi, ce qui me rendait folle, c'est qu'à un moment donné, on procède des sportifs à leur dire que vous n'êtes pas cultivés, vous savez pas vous exprimer. Et quand il y en a qui essayent d'avoir cette double casquette et de s'instruire en même temps qu'ils vivent leur passion sportive, eh ben, ils tombent sur des réfractaires comme ça. Et en fait, c'est ça qui fait qu'il y en a qui abandonnent. Et c'est pour ça que, je veux dire, la Moselle Sport Academy, j'ai toujours dit à Philippe Gonigam, punaise, j'aurais tellement rêvé d'avoir cette structure quand j'avais 18 ans. Franchement, j'aurais rêvé parce que ça m'aurait évité de tomber face à des personnalités comme ça. Et puis c'est pareil, même des sélectionneurs, même des entraîneurs nous le disaient, me l'ont dit. Si tu continues d'aller à l'école, je vais plus te sélectionner. Alors j'avais le choix de me dire, oh, punaise, tu te rends compte, imagine, il ne sélectionne plus, c'est fini. Et ben non, je me suis dit, bah écoute, si tu es vraiment doué, il n'aura pas d'autre choix que de te sélectionner. Et justement, le fait qu'il sélectionne et que tu continues de faire ce que tu as envie de faire à côté, eh ben tu pourras en être que plus fier. Mais après, comme il dit Alan, c'est des choix. C'est des choix, soit tu confrontes l'adversité, soit tu vas dans la facilité. Et donc là, pour la suite, par rapport à vos parcours qui sont très riches, je m'avance peut-être, mais s'il y a un nouveau changement identitaire, vous serez armé, entre guillemets, pour le vivre de la meilleure manière possible par rapport à votre vécu. Peut-être Alan ou Nina, je pense que c'est dans notre caractère de base, donc oui, je pense que si on l'a fait une fois, on peut le refaire. Ouais. Après, il y a peut-être, au bout d'un moment, il y a peut-être une lassitude. Lassitude, mais en tout cas, non, je pense que je serais prêt à le refaire, même s'il m'arrivait autre chose ou si je devais avoir une reconversion, quelle qu'elle soit. Ouais, je pense aussi comme Alan, effectivement, aujourd'hui, en fait, on s'ouvre à beaucoup plus de perspectives d'avenir. Avant, on était cloisonné dans un chemin droit, et là, quand on se rend compte qu'on arrive à s'épanouir et à s'exprimer dans d'autres environnements, et en étant performant, moi aujourd'hui, je suis commerciale, je me vois bien faire d'autres métiers. Et c'était pas ma première vocation. Ma première vocation, c'est tout ce qui est attaché de presse, communication, marketing. Bah, il faut que j'ai une opportunité dans un domaine que je connaissais pas du tout. Moi, je suis arrivée chez Belgatron, j'ai jamais été commerciale. Et le patron m'a dit, bah, ton profil m'intéresse. Voilà, je te donne une feuille blanche, écris ton histoire. Et je pense que pour un sportif, en fait, c'est une super opportunité. Là, j'ai vu une opportunité de me dire, punaise, on t'enferme pas dans une case. On ne te dit pas, fais ceci, fais cela, comme on t'a dit tout au long de ta carrière. Là, par contre, c'est à toi de te prouver à toi-même que tu peux créer quelque chose. Et ça a été enrichissant parce que du coup, j'ai appris. Il y a des choses que j'ai réussi, d'autres que j'ai moins bien réussi. Et ça m'a permis de grandir. Mais je suis persuadée que demain, par rapport à toutes les valeurs et mon caractère et ce que j'ai pu apprendre et mon parcours, je serais capable de me réinventer dans n'importe quel milieu finalement. En fait, on a un peu des caméléons. Je ne sais pas si tu partages un petit peu cette… Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que en tant que sportif, je pense que déjà on a ce côté où on aime apprendre tout le temps. On va à l'entraînement pour apprendre en fait. Donc en fait, mais que ce soit à l'entraînement ou faire un nouveau métier, on apprend tout le temps et à la limite, enfin moi je sais que c'est ce que j'aime. J'ai fait des études de mécanicien et juste à la fin de mes études, comme j'ai fait en alternance, j'ai changé de métier, j'ai tiré des câbles quoi, parce qu'en fait j'apprenais plus rien, donc j'ai changé de métier, je voulais apprendre autre chose. Et en fait c'est pareil pour le sport et pour des métiers, c'est pareil. Et est-ce que tu as ce sentiment de te lasser aussi vite des choses, Alan? Parce que moi, c'est quelque chose que je retrouve dans mon caractère, c'est-à-dire que je suis passionnée et à un moment, j'ai besoin de nouveau. Alors moi, tant que j'ai le sentiment d'apprendre, je me lasse pas. D'accord. Par contre, si je rentre dans une routine et que j'ai l'impression de plus rien apprendre et que j'arrive au bout, il faut que je change. D'accord. Ouais. Mais c'est le goût du challenge, ça aussi, parce que finalement, on maîtrise tout. C'est le besoin et la nécessité de sortir de sa zone de confort. Parce que finalement, quand on est dans des transitions, qu'on vit des transitions, on sort de sa zone de confort. Et déjà, de passer du monde du sport à autre chose, enfin, à le monde de l'entreprise, c'est déjà des univers tellement différents. Donc, vous sortez de votre zone de confort. Donc, c'est cette envie, ce goût pour ça, de sortir de sa zone de confort. Et en plus, tu l'as bien dit aussi, Nina, c'est que tu as fait des études de com, mais finalement, tu es commerciale. Mais c'est aussi que
tout est possible et que ça ouvre le champ des possibles et de la créativité. Plus tu expérimentes ça, peut-être que tu étais sur le chemin de bosser dans la com, mais t'arrive un autre truc, ou toi, tu as fait des études de mécanique et finalement, tu vas dans les câbles, je sais pas exactement. Mais en fait, c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que en fait, tu vas t'adapter, tu vas être créatif et tu vas relever le challenge, même si techniquement, tu sais pas tout. Mais voilà, tu vas te faire confiance et laisser ta créativité, tes capacités œuvrer finalement. C'est exactement ça. Oui. Alors, on arrive au bout du webinaire. Alors, juste pour conclure chacun, si vous deviez donner un conseil aux personnes qui nous suivent là sur le webinaire ou qui vont le regarder en replay, concernant s'ils hésitent à changer de vie, à changer d'identité, spontanément, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Bah, moi, personnellement, je leur dirais déjà de ne pas écouter ce qui se dit autour d'eux et de se faire confiance. C'est-à-dire que la volonté, elle part de soi, pas des autres. Voilà, tout simplement. Alan? Moi, je rejoins Nina. Il faut s'écouter. Après, il faut peser le pour et le contre aussi. Faire les bons choix. Faire les bons choix. Mais après, si on est déterminé à le faire, il faut foncer et pas forcément écouter ceux qui disent attention, tu risques ça, etc. Si on a vraiment envie, je pense et qu'on s'en donne les moyens, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Emmanuel, pour conclure? Moi, ce que j'ai envie de dire aux sportifs de haut niveau, c'est de s'ouvrir vraiment au monde extérieur à leur sport, à leur écosystème, pour justement voir ce qui leur plaît, pour s'enrichir, parce que je pense que c'est un moyen de s'enrichir, de voir d'autres choses, de rencontrer des gens qui font d'autres métiers, qui sont dans d'autres environnements. Donc, je dirais que moi, c'est mon premier conseil, c'est de pas avoir peur d'aller de fréquenter, d'échanger avec des gens qui sont en dehors du monde du sport. Ça, c'est la première chose. Et puis, et la deuxième chose, c'est quand effectivement arrivent les moments de transition de vie, s'ils se sentent pas capables de gérer tout seul, de se faire accompagner, évidemment accompagné par les bonnes personnes. Et là, effectivement, il faut bien choisir, mais ça pourrait peut-être faire l'objet d'un autre webinaire, mais de comment choisir de se faire bien accompagner. Mais oui, parce que il faut pas hésiter parce que effectivement, il y a des gens, et c'est pas que dans le monde du sport, hein, c'est aussi dans le monde tout court, des gens qui savent pas, n'arrivent pas à se dépatouiller des problèmes dans lesquels ils sont, et ça traîne, et malheureusement, ça va sur des chemins un peu difficiles pour eux, et qu'à certains moments, il faut savoir appeler à l'aide et dire, voilà, là j'ai besoin d'aide et j'aurais besoin d'échanger avec quelqu'un de professionnel qui peut m'aider à éclaircir ma situation, parce que tout seul, je m'en sors pas. Voilà, mon deuxième conseil. Se faire aider. C'est un bon conseil. Bon, en tout cas, merci à vous trois d'avoir intervenu ce soir, d'être intervenu ce soir sur ce webinaire. C'était très intéressant, avec chacun des parcours différents qui ont rendu cet échange très riche. Merci aux personnes qui nous ont suivis. Le replay sera forcément disponible directement après ce live, donc vous pourrez le revoir. Et puis pour les autres, on vous dit déjà une bonne soirée et un bon week-end en attendant. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir.